consacrée donc à un sujet essentiel euh, et souvent inconfortable finalement, enfin compliqué d'en parler, l'argent. Et quand on entreprend, parler d'argent n'est pas toujours naturel. Et c'est parfois d'ailleurs même un sujet tabou, hein, chargé de représentation, et pourtant qui est absolument central dans la construction et le développement de son activité. Et donc c'est justement ce que nous allons explorer aujourd'hui avec ma Laetitia Vito. Merci beaucoup d'être ce matin avec nous. Je vous présente très rapidement Laetitia et après évidemment je lui laisse la parole, mais autrice et conférencière reconnue évidemment sur les mutations du travail, qui accompagne depuis plusieurs années, hein, les réflexions autour du management, des carrières, des transformations professionnelles. Puis après une première carrière dans l'enseignement, elle a créé sa propre entreprise, s'est confrontée, comme beaucoup d'entrepreneuses, à ces questions très concrètes, hein, finalement, autour de l'argent, de la valeur, de la négociation. Et donc aujourd'hui, nous avons la chance que Laetitia accepte de partager avec nous toutes ses apprentissages, ses outils, ses réflexions pour justement nous aider, enfin vous aider à aborder ces sujets avec plus de clarté, de stratégie, puis de liberté. Voilà, je n'en dis pas plus. Je laisse la parole à Laetitia. Merci beaucoup, Constance. Bonjour à toutes. Je suis vraiment ravie d'être là pour parler de ce sujet, ravie d'avoir été invitée par Force Femmes, très, très heureuse, même fière. Et alors, alors le sujet, hein, le titre, j'ai pas mis de diapositive, c'est Apprivoiser l'argent, mon parcours d'entrepreneuse. Juste pour vous prévenir que c'est un partage qui est d'abord personnel, voilà, du parcours qui a été le mien dans le rapport à l'argent et que je voulais en profiter pour partager quelques leçons que j'ai apprises au passage. Donc, voilà, je prépare avec humilité le sujet parce que j'aime énormément ce sujet, mais je ne me sens toujours pas totalement légitime à en parler, ce qui est bien probablement une mise en abîme de tout le problème, qui est qu'on a toujours du mal on a toujours du mal à se sentir à la hauteur pour parler de ce sujet-là. Il y a un fossé de genre sur le sujet. Il y a tout un tas de, voilà, tout un tas de freins et de biais qu'on se met, y compris seulement pour en parler, pour se sentir légitime pour en parler. Alors, je vais vous dire le petit tuyau ou voilà, l'astuce que j'ai trouvée pour oser parler d'argent. C'est que je pense à tous ces influenceurs basés à Dubaï qui postent à longueur de journée des vidéos sur comment gagner de l'argent et comment devenir millionnaire en un clic et en 5 minutes. Et je me dis qu'en fait, il faut autre chose, il faut d'autres personnes pour prendre la parole sur le sujet. D'abord, ces influenceurs, soit n'en ont pas de l'argent, soit sont des escrocs pour une grande partie d'entre eux, et qu'évidemment, ils ont tout intérêt à nous faire croire qu'il est possible de gagner de l'argent en 5 minutes et de cliquer pour devenir millionnaire, parce ils vendent du clic, en fait. Ils vendent eux-mêmes du clic pour gagner de leur argent. Alors pourquoi j'adore ce sujet? Parce que je l'ai identifié dans mon travail voilà, d'auteur, d'autrice et puis de conférencière comme le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre dans mon travail sur l'avenir du travail avec une perspective féministe. Je l'ai identifié comme justement ce tabou qui nous freine, qui nous empêche. Donc on a lancé avec Sybille Lemaire, avec Valérie Lyon, un média qui s'appelle Vive Média, il y a 4 5 ans, où voilà, j'ai voulu les convaincre à ce moment-là, en 2021, que l'argent, c'était vraiment un sujet encore plus tabou que tous les autres, et que probablement, dans notre société, dans notre culture, c'est encore plus tabou que le sexe. C'est particulièrement vrai dans la culture française, qui a un petit blocage avec l'argent très fort. C'est le cas de... Alors moi, je suis de double culture, je suis française et allemande, ma mère est allemande, et j'ai senti très tôt qu'il y avait d'ailleurs une différence de culture, hein, dans la manière de parler d'argent. Mes tantes allemandes parlaient, alors en tout cas, toujours de combien elles avaient acheté les choses. Ah, j'ai acheté ça avec fierté en disant qu'elles avaient fait une bonne affaire, j'ai acheté ça pas cher. Alors que je voyais bien que dans la culture française, dans ma famille française, ça se faisait pas du tout. Euh, C'était jugé très vulgaire. D'abord très vulgaire aussi parce que d'acheter quelque chose moins cher, c'était vu comme on est radin.
Alors que dans ma culture allemande, acheter quelque chose moins cher, c'était vu comme on est malin. Donc malin versus radin, voilà. Donc c'est vraiment déjà des petits apprentissages que j'ai fait enfant. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans ma famille, donc c'était un mélange, mais j'ai vécu en France, j'ai grandi en France. L'argent a toujours été abordé avec un peu de honte. Alors, un peu de honte, soit tabou parce qu'effectivement, parler de combien on a acheté les choses, c'est vulgaire, soit parce que parler de combien on gagne, c'est encore plus vulgaire, c'est être un vilain capitaliste, être égoïste, être mauvais, être méchant. Donc voilà, donc on n'en parlait pas. Pour autant, quand mes parents ont divorcé, j'ai été élevée par ma mère célibataire, donc une mère solo pour celles d'entre vous qui connaissent le sujet, soit directement, soit pour avoir été enfant d'eux. Le savent très bien. Beaucoup de ces personnes-là, des femmes dans l'écrasante majorité des chefs de famille monoparentales, l'argent est un sujet omniprésent, qui est un sujet de charge mentale qui ne nous quitte jamais. Ma mère, quand elle a osé quitter mon père, elle en avait très peu, donc elle fait partie de ce qu'aujourd'hui aujourd'hui, on a des chiffres là-dessus. On sait, il y a eu des rapports de la Fondation des femmes sur le sujet. Une femme sur 5, quand elle se sépare, tombe sous le seuil de pauvreté. Voilà, on sait qu'il y a une perte de revenus, de niveau de vie qui est très importante. Donc ça, je l'ai vécu et ça a évidemment façonné très probablement mon rapport à l'argent parce que chaque euro comptait. Alors, c'était des francs d'abord, hein, puisque c'est la fin des années 90, donc c'était encore des francs français. Donc chaque franc comptait et je me souviens, enfant puis adolescente, d'avoir fait attention à tout parce que enfin, voilà, l'argent c'était quelque chose qu'on n'avait pas. Et en même temps, à 15 ans, j'ai commencé à faire du babysitting, énormément de babysitting. Et donc j'avais un petit peu d'argent à moi très jeune et donc j'ai appris à à en jouir avec ce sentiment de liberté extraordinaire qu'il m'offrait, d'aller au cinéma autant que je pouvais, de m'acheter tous les livres que je voulais. J'étais une bonne élève, hein, donc moi, mes dépenses, c'était des choses comme ça. C'était pas tellement du maquillage, c'était vraiment voilà, du cinéma, aussi des choses à manger aussi. Voilà. Donc, c'était tout ça pour vous donner un peu de contexte. L'argent, c'est un sujet compliqué et pour beaucoup d'entre nous, c'est un sujet qui mêle l'intime, le culturel, c'est-à-dire une culture qui nous dépasse, qu'elle soit familiale ou qu'elle soit nationale, et puis un enjeu stratégique de vie, de survie, d'émancipation. Donc, quand on mêle tout ça, on voit bien qu'on peut avoir plusieurs casquettes pour en parler. On peut en parler de manière un peu psy. D'ailleurs, il y a des ouvrages super là-dessus qui sortent, hein. Je voulais vous mentionner, et je vous donnerai toutes les ressources hein, dans un petit mémo dans quelques jours, un ouvrage qui s'appelle Entrepreneurs, parlons cash, hein, qui parle vraiment de profil dans le rapport à l'argent. Donc, c'est toujours très intéressant de prendre cette casquette-là, la casquette psy. Après, il y a la casquette anthropologue, qui est celle que j'aime beaucoup enfin, mettre sur ma tête pour parler d'argent. Et puis, il y a la casquette d'entrepreneuse, de stratège, on se met à compter, on se met à prévoir, la casquette de comptable aussi, parce que quand on est à son compte, évidemment, on est obligé d'avoir un peu toutes ces casquettes, mais surtout de devenir vraiment chef d'entreprise. Alors voilà pour l'angle culturel, mais je voulais vous parler aussi de mon rapport à l'argent en tant que professionnel. Donc, avant de devenir autrice et conférencière sur le futur du travail, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je suis à mon compte. Donc, j'ai créé mon entreprise, d'abord au Royaume-Uni où j'habitais, puis en Allemagne où j'ai habité ensuite et maintenant en France. Donc, j'ai créé une société dans ces 3 pays parce qu'on ne peut pas garder la même entreprise, même si c'est la même, en réalité, c'est la même activité. Je n'ai pas changé de métier et j'ai même gardé des mêmes clients, mais j'ai dû, en changeant de pays, changer d'entreprise. Donc, j'ai aussi acquis des connaissances sur les différences de, voilà, est-ce que c'est plus dur, moins dur de créer une entreprise dans chacun de ces 3 pays? Je pourrais vous répondre à cette question si ça vous intéresse. Ce n'est pas directement lié à l'argent, mais quoique. Euh, et, euh, et avant ça, j'ai été enseignante pendant presque 10 ans, 8, 9 ans.
et puis entre les deux, salarié dans une entreprise américaine à Londres, qui était la raison pour laquelle on est parti à Londres. Donc, au début de ma carrière, en fait, je n'ai jamais parlé d'argent dans le contexte professionnel. Ça peut sembler fou, puisque normalement, travailler, c'est pour gagner de l'argent. Mais pour moi, c'était tellement gênant que finalement, je me demande même si cela n'a pas en partie guidé mon choix de passer les concours de la fonction publique, où la question de l'argent n'est jamais posée. Il n'y a pas de négociation. Vous avez des grilles salariales qui sont totalement transparentes. Vous passez un concours, on vous paye, etc. Vous avez l'impression que l'argent ne peut ne jamais être un sujet. D'ailleurs, dans la salle des professeurs, dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles, l'argent n'est jamais un sujet, alors même qu'il existe au sein des enseignants des différences de rémunération colossales. Pourquoi? Parce que vous avez des fonctionnaires et des contractuels, donc il y a maintenant une part croissante des personnes qui ne sont pas fonctionnaires, qui sont payées différemment, un peu moins, de manière beaucoup plus précaire. Et cette part de contractuels augmente, d'abord parce qu'on a du mal à recruter des fonctionnaires, et ensuite parce que c'est aussi un choix politique d'avoir un peu cette souplesse. Et puis parce que aussi du côté des enseignants, c'est parfois plus intéressant d'être contractuel parce qu'on peut choisir l'établissement dans lequel on travaille et qu'on a un degré d'autonomie un petit peu plus fort quand on n'est pas fonctionnaire. Donc ça dit aussi beaucoup de la crise du recrutement des fonctionnaires. Ensuite, il y a beaucoup d'écarts parce que vous avez de la rémunération à l'ancienneté et que les fonctionnaires qui ont commencé plus tôt ont progressé plus vite avant que, depuis toutes les dernières années, ne s'impose un gel des rémunérations, un gel de l'indice, qui fait que les nouveaux entrants dans la fonction publique ont voilà, des rémunérations qui se sont beaucoup tassées. Donc vous avez des gens, alors c'est un peu comme dans, voilà, c'est très militaire finalement, vous avez des grades. Et vous avez des rémunérations qui dépendent du grade que vous avez. Et si vous avez une inspection, vous pouvez parfois avoir une progression un petit peu plus rapide, mais sinon, ça se fait de manière très linéaire et très lente. Et donc, vous avez des professeurs débutants qui peuvent travailler énormément, être très motivés, très engagés, qui peuvent gagner 2 fois moins que des personnes qui ont déjà 25 ans de carrière ou 30 ans de carrière dans les pattes pour le même travail, voire pour un travail, on va dire, supérieur. Donc ça amène encore un autre débat sur la table, mais juste pour vous dire qu'en fait, il y a énormément de différences et pourtant, on n'en parle absolument jamais. C'est une culture dans laquelle l'argent est extrêmement tabou. C'est même un reproche que je peux faire aux syndicats des enseignants qui n'ont absolument pas négocié, bataillé sur la négociation collective et les rémunérations des enseignants, qui fait qu'on a une dévalorisation relative du métier qui a été très forte et qui est l'une des raisons, moi je peux vous le dire à vous très franchement, l'une des raisons pour laquelle j'ai démissionné de l'éducation nationale, c'est que ça payait des cacahuètes, c'était pas possible, je me sentais absolument pas en capacité d'être une femme indépendante, j'aurais pas pu quitter mon conjoint, j'étais vraiment dans une situation de dépendance. Je vivais très mal en fait de gagner si peu d'argent et c'est la raison principale. L'argent était aussi finalement un symbole de la dévalorisation de ce que je faisais. Je faisais mon métier avec passion, avec joie, j'étais une enseignante très engagée, euh, très dévouée à mes étudiants. J'ai enseigné en classe préparatoire, mais j'avais l'impression que le niveau de rémunération était à l'image du regard qui était posé sur le métier que j'exerçais. J'en avais marre des blagues sur les vacances, etc. Sachant que pour au moins la moitié des vacances, je travaillais, ce qui veut dire qu'en fait, je n'avais pas plus de vacances que la plupart des salariés du privé, en termes en tout cas de quantité de travail que je devais fournir. J'avais plus d'autonomie, oui, puisque le nombre d'heures qui étaient contraintes, c'est-à-dire celles devant les élèves, était probablement plus faible voilà, que la plupart des gens. Et c'est peut-être ça, c'était peut-être de la jalousie, finalement, ces blagues de salariés sur les fonctionnaires. Je me suis souvent posé cette question-là. En tout cas, j'en avais marre de cette dévalorisation. Donc, c'est l'argent symbolique et l'argent réel qui ont été un énorme moteur pour moi, à me dire il faut que je change. Et donc, je suis allée travailler dans cette entreprise américaine. Je n'avais pas les codes pour négocier, donc j'ai été sans doute à un salaire bas, pas du tout armée en fait pour faire face à ce monde-là. Donc, j'étais comme une oie blanche
sans aucun code. Et je me suis fracassée au mur de cet employeur américain dans le monde de la tech. Je n'y suis pas restée. Ça a été une expérience d'autant plus douloureuse que j'ai perdu toute l'autonomie que j'avais par rapport à la maîtrise de mon temps. J'avais des enfants en bas âge, etc. Donc j'ai quitté cette entreprise après un échec en me disant, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais gagner de l'argent? J'étais au Royaume-Uni et j'avais quitté, donc il n'y avait pas de rupture conventionnelle, il n'y avait rien. J'avais 3 mois, j'avais négocié 3 mois de rémunération, de salaire pour mon départ. Et je n'avais que ces 3 mois pour créer une activité qui me rapporte quelque chose. Je me suis dit au départ, ces 3 mois, je vais les mettre à profit pour vraiment créer une activité alimentaire qui va me permettre, voilà, on est aux alentours de 2015-2016, début 2016, fin 2015, début 2016. 3 mois pour créer une activité et mon objectif au départ était de gagner au moins autant que quand j'étais prof. C'est vrai que je n'étais pas très, enfin, c'était pas une ambition délirante. Et j'ai créé une activité, c'était avant l'intelligence artificielle, où j'allais faire du copywriting, c'est-à-dire mettre à profit mes qualités finalement de genre quelqu'un qui sait écrire pour des entreprises, notamment des startups. Donc c'était un moment où on avait vraiment un développement important de ces entreprises de la tech en France et ailleurs. Il y avait des tas de choses à faire. Donc, j'ai activé toutes sortes voilà, de contacts. J'ai utilisé des plateformes de freelance. J'ai commencé d'ailleurs à écrire aussi beaucoup sur des blogs, sur les sujets du travail, sans savoir que ça allait vraiment devenir une activité. Et c'est sous la contrainte, j'ai réussi au bout de 2-3 mois à avoir un tout petit revenu qui n'était pas énorme, mais qui était toutes sortes de petites missions en travaillant beaucoup. Et l'enjeu ensuite a été très rapidement de ne plus seulement vendre des heures ou de ne plus être dans une logique strictement alimentaire, parce que ça, c'était pas mieux que ce que je faisais avant. C'était même assez aliénant. Et donc, la difficulté, le défi que j'ai tâché de relever dans les mois qui ont suivi, ça a été de construire une identité professionnelle et de manière à progressivement de plus en plus vendre mon expertise plutôt que de mettre voilà, mes compétences au service de missions ponctuelles pour lesquelles je pouvais toujours être interchangeable. Donc, de passer d'une logique de vendre ses heures à vendre son expertise. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à faire ce trajet-là et évidemment, aujourd'hui, si j'avais su à l'époque ce que je savais aujourd'hui, je pense que j'aurais pu le faire beaucoup plus vite. Il y avait en 2015-2016 pas encore autant de contenu, ni sur l'argent, ni de conseils aux entrepreneurs, ni de programmes, voilà, ni de livres, ni de sites, podcasts. On était au tout début du monde des podcasts. Il n'y avait pas encore autant de choses à écouter. Il n'y avait pas encore autant de communautés pour échanger avec d'autres freelances. On était encore assez seuls. Et donc, c'est quelque chose qui m'a mis beaucoup de temps et j'étais toujours dans cette espèce de conflit intérieur entre je dois délivrer quelque chose donc d'alimentaire pour mon client, respecter mon client et en même temps, j'aimerais faire quelque chose pour moi-même pour faire avancer de manière plus stratégique mes intérêts de long terme, qui est de faire émerger mon identité d'experte sur les sujets du travail. Alors, à l'époque, c'était le blog Medium qui était la plateforme sur laquelle il fallait être quand on écrivait. Donc, j'ai commencé quand même petit à petit à publier des articles sur beaucoup de choses qui étaient des choses que je vivais au quotidien. Donc, euh, qu'est-ce que c'est d'être freelance? Pourquoi est-ce que ce monde des freelances est en train d'émerger? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de reconversion dans le monde du travail? Qu'est-ce qui change dans le monde du travail après la révolution numérique? Donc, c'était tout un tas de sujets où je mêlais des thématiques que j'avais abordées au cours de ma vie, mais aussi des réflexions sur quelque chose de plus large, de quelque chose avec un angle un peu plus économique, sociologique, voire historique, où je mêlais aussi un peu des compétences de prof là-dedans. Et puis ces publications, sachant que je les faisais sans être rémunérée pour elles, eh bien, je les ai faites en,
voilà, sans rémunération, en me disant peut-être que ça apportera quelque chose. Et en fait, assez rapidement, il y a des entreprises, notamment du monde du numérique, qui ont commencé à me solliciter pour écrire pour elles. Donc, c'est le cas, par exemple, de la plateforme qui s'appelle maintenant Malte, qui s'appelait Upwork à l'époque, qui met en relation des freelances et des entreprises ou des particuliers qui ont besoin de leurs services. Donc, on était au début de ça et j'ai commencé à devenir un petit peu évangéliste pour cette plateforme. J'ai travaillé aussi avec une école qui apprenait aux individus à avoir toutes les clés pour se reconvertir. Ça s'appelait Switch Collective. C'était des promos qui étaient, qui voilà, voulaient changer de vie professionnelle. Et j'ai commencé à écrire voilà, notamment sur le sujet des reconversions. Alors, ce que Switch appelait les Switch, c'était très, voilà, c'était tout un univers marketing bien à eux, où là aussi on essayait de mêler le côté global et puis le côté individu. Donc c'était des communautés, des promotions qui se parlaient entre elles. Alors je pense beaucoup comme ce que vous connaissez avec Force Femmes, hein. La force du collectif, elle est très très importante et elle est déterminante dans le fait d'avoir des clés en main. Et alors, je vois qu'il y a des questions qui sont posées sur les reconversions professionnelles. Alors, juste quelques mots là-dessus, c'est que effectivement, la révolution numérique a énormément changé la donne sur la linéarité des parcours. Donc, il y a des nouveaux métiers, des nouveaux statuts qui ont été créés, notamment dans les années 2000, la création du statut d'auto-entrepreneur, qui s'appelle maintenant micro-entrepreneur. Des changements économiques plus profonds et puis qui font aussi que cette stabilité de l'emploi qui était la norme jusqu'aux années 80-90, elle a commencé à être beaucoup plus questionnée aussi dans les entreprises. Donc, un mélange de choses qui font que cette carrière linéaire qui pouvait fonctionner au XXe siècle dans ce modèle industriel, et de plus en plus a été questionnée, a été remise en question. Et les femmes sont un peu à la pointe des reconversions parce qu'elles n'ont jamais eu cette vie en 3 phases de je me forme, je travaille, puis je pars à la retraite. Elles ont toujours connu des moments de rupture et des moments de transition, que ce soit parce que maternité, que ce soit parce que aidance, voilà, des moments à temps partiel. Donc elles ont toujours eu plus de reconversions. Et ce qui était un peu jugé hors norme au XXe siècle, eh bien, c'est finalement aujourd'hui la norme, presque pour tout le monde, et ça fait de nous des pionnières, en fait, ou des personnes qui sont à la pointe de ce qu'est le monde du travail d'aujourd'hui. Je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est vraiment mon sujet, mais je vais revenir au sujet de l'argent et au sujet, pour terminer rapidement le récit de mon parcours. Donc, ce démarrage sur le sujet de l'avenir du travail m'a fait réaliser que de manière mais complètement improbable, parce que 5 ans avant, j'aurais jamais pu le savoir et le dire, que ce thème pouvait être une activité professionnelle. Et à force de publication, et puis de publication de livres aussi, puisque je me suis rendu compte que c'était ça qui me permettait d'asseoir cette expertise, cette légitimité sur le sujet, m'a permis de développer une activité auprès des directeurs de ressources humaines, des managers, des dirigeants sur l'angle stratégique, à un moment où beaucoup de choses bougent, changent et se transforment dans le monde du travail, que de donner des clés de compréhension des transformations du monde du travail, ça pouvait être une activité à part entière. Et finalement, j'ai réinventé les briques du métier de prof, mais dans le monde de l'entreprise, de manière quand même plus rémunératrice. Et là, voilà, au bout de quelques années, j'ai réussi à dépasser le salaire de prof et puis beaucoup plus. Et évidemment, j'aurais pu aller plus vite et j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et c'est toujours pour ça que j'ai l'impression de manquer de légitimité. Mais si je me retourne derrière ces années-là et que je vois ce que j'ai accompli, je me dis, c'est pas si mal. Et puis, très franchement, le sentiment de fierté, de joie par rapport au chiffre d'affaires généré par comparaison à le salaire qui tombait tous les mois quand j'étais fonctionnaire ou salarié, mais ça n'a rien à voir. Et tout d'un coup, ça m'a fait complètement changer ce rapport à l'argent, c'est-à-dire que quand on regarde son compte en banque professionnel et qu'on voit ce qui est tombé dessus et qu'on sait on en est complètement responsable, ben, ce sentiment de fierté-là fait que le rapport à cet argent-là n'est pas du tout le même. C'est vraiment un changement culturel en fait qui s'opère à l'intérieur de soi quand on devient
quand on devient entrepreneur et qu'on génère du chiffre d'affaires au lieu de recevoir un salaire. Et ce salaire, il a quelque chose de, voilà, il est stable, évidemment, il est rassurant, mais comme il n'est pas toujours lié au travail qu'on fait ou voilà, à la lutte qu'on a pour l'obtenir, bah, finalement, il devient quelque chose d'abstrait qu'on peut mettre de côté. Donc ça a énormément de vertus, hein, je ne suis pas contre le salariat, nullement. Mais c'est très différent dans le rapport à l'argent, effectivement, parce qu'on peut presque séparer le travail de l'argent, en fait, en quelque sorte. Donc, le passage de vendre ses heures à vendre son expertise a été absolument déterminant, parce que pour vous le dire très, très franchement, quand on vend ses heures, bah, il y a quelque chose qui est linéaire. Quand on vend son expertise, on est euh, dans un jeu sur les prix qui n'a plus rien à voir. Et le monde des conférences est un monde extrêmement opaque. Donc là aussi, il m'a fallu beaucoup d'années pour savoir un peu quels étaient les prix qui se pratiquent. C'est complètement inconnu, mais connu. Alors, là aussi, pour vous donner quelques clés, mais le monde des conférences, ça va entre quelques centaines d'euros parce que vous prenez la parole, ou rien du tout, énormément de gratuité, bien entendu, hein. C'est souvent un honneur de prendre la parole dans des lieux divers et variés. Ou alors on vous dit que prendre la parole, bah, ça va vous permettre de vous trouver des clients demain. Ou alors, voilà, vous le faites parce que vous en avez envie. Donc évidemment, la gratuité est très, très importante dans la prise de parole en public, et pour des bonnes ou des mauvaises raisons, hein. Peut-être qu'on peut y revenir. Après, vous avez des rémunérations qui peuvent être quelques centaines d'euros. Alors, selon le lieu, hein, ou le budget qui est alloué, parfois il n'y a pas beaucoup de budget, ou selon le profil que vous avez. Et pour des professionnels dans des lieux en entreprise, ça peut être 1000, 1500, 2000 euros, jusqu'à 10 000, voire 15 000 euros, par exemple, pour des personnalités célèbres, du monde du sport, par exemple. Dans le monde du sport, alors là, ça passe souvent par des agences. Donc, il y a un certain nombre d'agences sur la place de Paris et de France qui vont évidemment prendre un pourcentage parce qu'ils sont intermédiaires, soit parce ils mettent en relation avec des clients et puis ils fournissent aussi un service, hein, c'est là aussi pas toujours un non justifié. Et donc, ça, c'est à peu près le marché français. Donc, vous avez des gens qui passent beaucoup à la télé, par exemple. Souvent, ils sont sur 6 7 8 000 euros pour une conférence. Vous dites, waouh, 6 7 000 euros pour une conférence. Et puis d'autres qui font des choses tout aussi bien, qui sont à 2 3 000. Voilà. Euh, Ça, c'est la fourchette sur le marché français. Sur le marché américain et anglophone, la fourchette est encore plus large, hein. Ça peut aller jusqu'à 100 000 euros pour la prise de parole d'un ancien président de la République américaine. Voilà, hein, Obama, voilà, il prend la parole, Michelle Obama. Alors, on est sur des prix qui sont très, très, très élevés. Donc, ça va être des grandes institutions, des grandes entreprises pour des événements ultra médiatiques qui peuvent aller jusqu'à payer des prix comme ça. Un ancien, euh, un ancien président ou un ancien ministre français n'arrivera jamais à avoir autant parce qu'on n'est pas sur le marché anglophone, il ne parle pas suffisamment bien anglais pour avoir ces prix-là. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un monde évidemment opaque et un peu délirant, en fait. Délirant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de raison ou comment dire, d'argument rationnel pour me dire comment est-ce qu'une heure de prise de parole, même s'il y a une journée de préparation derrière, hein, ça peut être une journée pour préparer une conférence, ça peut être 2 journées pour préparer une conférence, il n'y a pas d'argument rationnel, surtout pour quelqu'un qui a fait le même travail en tant qu'enseignant, pour se dire qu'on va gagner 4 000 euros pour une prise de parole. C'est pas, voilà, psychologiquement, c'est pas rationnel. Et puis, il y a pas d'argument de mérite. Il y a pas, c'est une opacité. Donc, soit on peut se dire, mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et puis ne pas vouloir en être. Soit on se dit, bah, on joue un peu le jeu et on essaye d'avoir comme ça une conférence bien rémunérée une fois de temps en temps, et ça permet d'avoir un modèle économique dans son activité où on fait voilà, beaucoup d'écriture, beaucoup de travaux, de la recherche, de la préparation, et où tout ça c'est très mal rémunéré ou très peu rémunéré. Et puis une, deux conférences une fois de temps en temps dans le mois, eh bien, ça va permettre de financer tout le reste. Et c'est un modèle qui s'équilibre. Donc, on travaille quasiment gratuitement pour avoir de la notoriété, de la légitimité, des idées.
Ensuite, on est sollicité pour faire des conférences et là, on a un prix qui paraît délirant, mais qui rémunère finalement tout le reste. Donc, ça permet d'avoir pardon, d'équilibre et de faire du chiffre d'affaires. Donc, ça, j'ai eu conscience de ça et j'ai commencé à oser et puis aussi à me sentir légitime pour être sur des rémunérations qui sont très objectivement vraiment très élevées, quoi. Alors, je passe pas à la télé, donc je suis pas sur la frange la plus élevée de ce qui se pratique dans le monde des conférences. Pas du tout. Mais sur mes sujets, sur le sujet du travail, oui, je peux maintenant être très correctement rémunérée. Alors, il y a eu des bonnes années, 2023, 2022, après le Covid, et 2023 ont été des bonnes années. Évidemment, pendant le Covid, c'était une cata, puisque tout d'un coup, toutes les conférences s'arrêtaient. Donc, voilà, la manne du chiffre d'affaires des conférences s'effondre du jour au lendemain. Il reste que la partie du travail qui est la plus mal rémunérée. Donc là, tout d'un coup, c'était évidemment très, très difficile. Mais sinon, globalement, voilà, au cours de ces 10 ans d'activité, j'ai réussi à arriver dans ce monde-là. Alors, je vous disais, c'est pas du tout si évident parce que c'est opaque, parce que l'idée du mérite ou de la juste valeur, je prends le titre Ma juste valeur, parce que Ma juste valeur, c'est le titre d'un podcast que je vous recommande par ailleurs, qui est absolument génial. Mais j'aime bien questionner cette notion de juste valeur parce que c'est pas du tout si évident que ça de savoir comment se positionner. Et finalement, il y a une partie voilà, il y a une partie de jeu, en fait. C'est un terrain de jeu complètement ludique. Et quand vous avez une entreprise qui ne vous passionne pas, qui vous propose une prise de parole lors d'un événement, voilà, entre DRH, etc., bah, vous allez à un moment monter petit à petit et voir jusqu'où ça passe, en fait. Et vous rendre compte que c'est un jeu, que il n'y a rien de voilà, il y a rien de transparent là-dedans, mais qu'il y a beaucoup qui a à voir avec la posture que vous êtes capable d'avoir, ce qu'on appelle en négociation le BATNA. Alors, il y a une traduction française de BATNA. BATNA en anglais, c'est Best Alternative to Negotiated Agreement. Donc, c'est la capacité que vous avez à partir, à vous dire dans la négociation, non, non, j'arrête là. Moi, je ne suis pas d'accord, je ne prends pas votre offre. Enfin, voilà, une espèce de manière de résister dans la négociation, d'être bien ancré voilà, sur ce que vous voulez, en fait, hein, parce que vous n'en dépendez pas, votre survie n'en dépend pas. Si votre survie en dépend, vous n'êtes pas très bon en négociation parce que vous savez que vous en avez besoin pour payer le loyer, donc vous n'êtes pas prêt à partir, vous n'êtes pas prêt à tout perdre, en fait. Donc le BATNA, il est très bon quand vous en avez, quand vous vous rendez compte que vous pouvez jouer. Donc oui, vous pouvez jouer parfois sur certaines missions, certains éléments. Et quand on y commence à y prendre goût, on se rend compte qu'on devient bien, bien, bien meilleur. Et je ne suis pas encore au niveau d'être excellente, hélas, mais je commence parfois à m'amuser, à me dire que je peux aussi être force de proposition. Quand on vend son expertise, on n'est plus à 26 heures, on peut proposer des choses. Et moi, je propose des choses dans le contenu, dans les programmes que je peux vendre, les conférences, etc. Et puis tout d'un coup, dire, bah, tiens, on peut faire quelque chose à plusieurs, donc avec d'autres conférenciers, avec des formateurs, proposer de vendre un podcast, enfin, là, on peut toujours faire de l'upsale, c'est-à-dire aller plus loin et en proposer davantage. Euh, voilà, alors en gros, ça c'est là où j'en suis maintenant. C'est pas toujours facile parce qu'il y a une irrégularité dans les revenus, parce on est quand même toujours à la merci de la conjoncture et Trump n'a pas fait du bien à la conjoncture sur ce monde-là, parce qu'il y avait une partie des conférences que je faisais qui étaient sur des sujets de diversité, sur des sujets de travail des femmes, où on a très vite vu que beaucoup d'entreprises ont baissé les budgets là-dessus. Donc c'est quand même évidemment toujours instable. Mais je voulais vous partager, pour finir, le moment où je parle en solo, euh, voilà, trois, quatre bonnes pratiques ou idées ou astuces que j'ai apprises et qui pourraient peut-être être utiles dans d'autres domaines. Alors, comme je vous le disais, la première chose, c'est que j'ai eu toujours beaucoup, beaucoup de mal à en parler d'argent, puisque, voilà, rapport à mon histoire familiale, au tabou, etc. Maintenant, j'en parle beaucoup plus. Parfois, j'ai l'impression d'être l'éléphant dans un magasin de porcelaine dans la culture française, surtout après 10 ans à l'étranger, parce que
Moi, j'ose tout à fait dire, voilà, ça je l'ai payé à l'allemande, hein, ça je l'ai payé 4 euros. Machin. Enfin, ah bah tiens, il y a un bon tuyau. Alors pour l'achat, ça se fait, mais y compris dire ce qu'on gagne. Et maintenant, il y a énormément d'indépendants comme moi. Je suis connectée avec des personnes qui font plus ou moins la même chose que moi. Et je leur demande, parce qu'on a développé aussi des relations un peu amicales, ou qu'on ne se voit pas comme des concurrents, on se voit comme des personnes qui sont ensemble dans une activité et où on peut faire des choses ensemble. Combien tu as facturé pour tel webinar, pour telle conférence, pour tel atelier avec ce type d'entreprise? Avant de répondre à une sollicitation, demander à ses collègues, entre guillemets, ses collègues freelance, qu'est-ce que tu en penses, combien je devrais demander, etc. Donc ça, c'est la partie ne pas hésiter à demander, à en parler avec des personnes qu'on a identifiées et le réseau qu'on a constitué, justement précisément pour ça, en fait, pas que pour ça, bien sûr, hein, mais aussi pour ça, pour parler d'argent avec les autres personnes qui font le même travail. Mais aussi pour les conseiller. Et maintenant, il m'arrive très souvent de coacher, de mentorer un petit peu des personnes qui démarrent plus tard en leur disant, par exemple, et surtout des femmes souvent, hein, en leur disant, surtout, surtout, tu ne descends pas en dessous de ça. Moi, je sais qu'ils peuvent payer ça. Donc, ne descends pas en dessous de ça, résiste, tiens bon. Et souvent, cette personne ne savait pas, surtout au début, qu'en fait, non, non, ben, c'est pas en dessous de 1500 euros, que de modérer en tant que journaliste une table ronde dans un contexte corporate, non, non, il faut pas, c'est pas 500 euros, non, non, c'est beaucoup de travail, c'est pas des prix comme ça. Donc, vraiment, de partager mon savoir, entre guillemets, ou bien ma connaissance d'un contexte pour les alerter sur le fait qu'il ne faut pas descendre, qu'il ne faut pas brader. Par ailleurs, c'est aussi dans mon intérêt, parce que si ces personnes qui sont mes amis, mais que je pourrais voir aussi comme mes concurrents, bradaient, ça dévaloriserait aussi mon travail. Donc il y a vraiment un intérêt commun à défendre nos prix, à les connaître, à les faire connaître. Donc ça, c'est la partie collectif, et puis la partie, voilà, aller comme un magasin, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, à en parler, à changer un petit peu la culture, parce que c'est la vie, et qu'il n'y a rien il y a rien de honteux là-dedans. Non, c'est pas vulgaire, on vit, donc et on vit dans ce monde-là, donc c'est comme ça que ça se fait. La deuxième leçon, ou la deuxième astuce que je voulais vous partager, c'est que, alors au tout début, j'avais beaucoup de mal, quand j'étais sollicitée, à parler d'argent tout de suite. Or, c'est très important de parler d'argent tout de suite, parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez être embarqué pendant très longtemps avec des échanges où vous ne savez même pas si vous êtes dans un contexte de gratuité ou dans un contexte rémunéré, où vous ne savez même pas si la personne va vous payer voilà, au bout du processus. Or, il faut le savoir tout de suite. Donc, j'ai appris à copier-coller des phrases toutes faites. Surtout quand elles sont gênantes, en fait, on les copie-colle. Donc, c'est des phrases toutes faites. Au début, j'étais beaucoup avec des phrases toutes faites. Ma société, virgule, cadre noir limited, quand elle était au Royaume-Uni, c'est là où je le faisais le plus souvent, facture tant telle prestation. Donc au début, je disais dans mes mails, merci beaucoup, ravi, enchantée, etc. Ça m'intéresse beaucoup, voilà ce que j'aurais envie de vous proposer. Et puis ensuite, l'étape dans le mail, ma société facture tant telle prestation. Et donc, la réponse immédiate, soit c'était on continue, soit c'est oh, bah, c'est totalement hors budget, impossible, etc. À ce moment-là, on arrête, on perd plus de temps. Soit c'est une négociation. Ah, on ne peut pas, mais on vous propose ça. Voilà, et là, bah, attends, ça peut être acceptable, et on rentre dans ce jeu-là. Et donc, ça évite de perdre énormément de temps. Et moi, j'avais voilà, ce côté copier-coller qui aidait beaucoup. Idem pour l'envoi de la facture, des messages déjà tout faits, etc., qui fait que la gêne, bah, quand on fait un copier-coller, c'est un peu comme si c'était l'IA qui le faisait pour nous. Bah, c'est pas nous. Enfin, voilà, c'est une espèce de mise à distance. Maintenant, j'ai moins besoin de cette mise à distance, mais ça fonctionnait très bien. Par rapport à ce copier-coller pour les étapes du devis, de la facture, de la relance, j'ai une autre astuce qui va avec, qui était que pour une mise à distance encore plus importante, non seulement on peut copier-coller des phrases toutes faites qui vous aident à le faire de manière systématique, mais aussi le faire depuis un autre compte mail. Et un autre compte mail qui a un autre nom, qui est votre assistant ou assistante fictive. D'ailleurs, il existe évidemment des assistants IA maintenant qui peuvent faire ce travail, ou des assistants humains, hein, qui peuvent travailler avec vous, pour vous, pendant quelques heures. Mais ça peut aussi être vous-même. Si vous n'avez pas le budget pour vous payer tout de suite un assistant, c'est vous-même, et vous vous appelez. Alors, choisissez, je sais que je vais le dire de manière cash, choisissez un prénom masculin.
Parce que si vous choisissez un prénom masculin, vous allez voir que vos interlocuteurs sont beaucoup plus respectueux, beaucoup moins, ils vont moins chipoter justement sur les histoires d'argent. C'est vraiment prouvé, hein, hélas, que dans notre société, on chipote moins avec les hommes qu'avec les femmes. Donc les femmes perdent encore plus de temps à négocier. Donc si vous avez un Thomas, un, je sais pas, voilà, n'importe quel prénom masculin, il va faire le travail pour vous. Il va être bien traité. Et vous allez voir que ça va énormément faciliter les choses. Donc, c'est cet alter ego, ça marche très bien. Il y a des entrepreneuses qui l'ont fait, hein, et qui ont constaté notamment qu'à l'étape de la levée des fonds, leur faux associé, alors elle c'était un associé, pas un assistant, leur faux associé masculin recueillait en quelque sorte toute la sympathie de leurs interlocuteurs et qu'elles avaient vraiment beaucoup plus de facilité à arriver à l'étape argent grâce à ce partenaire masculin fictif. Donc c'est dingue qu'il faille faire ça, mais c'est vrai, enfin c'est malheureusement vrai, alors jusqu'à ce qu'on arrive à une utopie où ça ne soit pas nécessaire. Mais ça aide énormément. Donc ça, c'était vraiment l'autre tuyau que je voulais vous partager. Et puis enfin, un dernier, enfin je pourrais en avoir encore deux autres, mais un dernier, c'est voilà, d'être vraiment d'avoir votre cadre à vous qui peut être flexible, mais votre cadre à vous par rapport au travail gratuit. Le cadre, c'est pas comme disent certains influenceurs ou certains experts sur le sujet, jamais de travail gratuit. Tout. Enfin, pas réaliste parce qu'en fait, on en fait tout le temps du travail gratuit. Déjà, on fait du travail gratuit à la maison, on fait du travail gratuit tout le temps, donc jamais, enfin, c'est pas un monde qui est possible. Il y a des choses qui seraient jamais faites si on faisait pas de travail gratuit. On vivrait dans un monde horrible s'il n'y avait pas de travail gratuit. Donc, ça, c'est pas possible. En revanche, quand il s'agit de clients potentiels, de prospects, de clients desquels vous espérez obtenir un chiffre d'affaires, là, il faut avoir un cadre très, très clair et évidemment ne pas se laisser enfermer dans des situations où on se fait très franchement exploiter. Donc, avoir un cadre très clair, c'est dire que vous ne faites pas comment dire, de free sample, hein, des échantillons gratuits encore et encore. Là, vous vous mettez des limites très claires par rapport aux pratiques qui sont celles du marché. Vous vous mettez des limites très claires sur la partie de bénévolat. C'est-à-dire quand vous faites quelque chose pour le plaisir, pour la cause, bah, vous savez pourquoi et pour qui vous le faites. Et vous y prenez tant qu'à faire un peu de plaisir. Et vous vous donnez un quota voilà, de pro bono parce que vous en avez envie. Et ça se fait avec énormément de plaisir. Et puis, enfin, vous pouvez avoir tout ce qui est pour la visibilité, et c'est là que les pièges sont les plus importants. Donc, le pour la visibilité, bah, là aussi, vous vous mettez les limites. Ce sont uniquement, par exemple, des médias, des grands médias, ou bien vous connaissez l'audience. Vous savez que bon, bah, un podcast, c'est normal de ne pas être rémunéré. En revanche, si c'est un podcast d'entreprise, bah là, tout de suite, il n'y a pas une audience qui est ouverte, hein, c'est un podcast d'entreprise, si c'est de la communication interne d'une entreprise, etc. Enfin voilà. Selon votre domaine hein, et votre activité, évidemment, les exemples vont varier. Là, je donne les exemples qui me concernent, mais vous allez avoir votre cadre à vous et puis ne pas en sortir ouais, mais avec flexibilité toujours, hein, mais ne pas vous laisser en tout cas enfermer dans des tunnels qui vont vous manger votre temps et vous empêcher d'être sur des activités plus rémunératrices. Voilà en gros ce que je pouvais vous partager dans le temps qui m'était donné. Il y a encore autre chose, je peux peut-être vous parler peut-être un tout petit peu, je ne sais pas, Constance, Oui, oui, bien sûr. des fluctuations de revenus. C'est une chose peut-être importante parce que on sous-estime le coût de la variabilité des revenus. Quand vous avez au total un bon chiffre d'affaires, quand vous arrivez à ce stade où vous pouvez vous rémunérer correctement, bah, on a tendance à se dire bah, c'est bon, je peux dépenser, je peux y aller, voilà, je suis tranquille. Or, bah, vous ne cotisez pas exactement de la même manière que, alors, selon le statut que vous avez, c'est variable, hein, bien entendu, mais vous n'avez pas, si vous n'avez pas une assurance prévoyance, bah, vous n'avez pas de revenus si vous vous cassez une jambe, si vous avez une maladie grave, etc. Donc, cette variabilité des revenus, elle a un coût pour vous que vous devez intégrer. Donc, ça veut dire être bien en deçà dans vos dépenses de ce que vous pourriez être si c'était des revenus salariés. Et puis, ça veut dire aussi intégrer dans vos coûts
Vos vacances, évidemment, vos problèmes, la variabilité future et puis l'assurance prévoyance. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est celui-là. Moi, ça ne fait que depuis 2 ans que j'ai une assurance prévoyance. Ça veut dire que pendant 8 ans, j'en avais pas. Ça veut dire que Mm. si je m'étais cassé les deux bras et les deux jambes, j'aurais eu zéro revenu et en incapacité de travailler. Ouais. Donc ça, j'ai voulu en sortir parce que maintenant, je me dis, voilà, j'arrive à un âge où je pourrais tout à fait avoir un cancer. Enfin, on peut en avoir à tout âge, hein, bien sûr, mais Oui. la probabilité augmente. Voilà, la probabilité augmente. Et je veux avoir cette stabilité. Ça, c'est pas délirant. C'est l'équivalent d'un peu de cotisation en plus, sauf que ce sont des primes d'une assurance. Il y a pas mal d'assurances. Toutes les assurances maintenant, Mm. ou en tout cas les grandes sociétés, ont des offres pour les personnes qui sont à leur compte. On peut s'assurer de manière minimaliste ou de manière un peu plus maximaliste. Là, c'est à vous de faire les arbitrages, mais c'est de le faire plutôt que plus tard. Et que dans la version minimaliste, c'est un coût qu'il vaut mieux assumer parce que le moindre pépin, et vous n'êtes pas du tout dans la même situation qu'un salarié. On n'a pas le Ah, même c'est niveau de vrai. protection. Mm. Voilà la dernière leçon. Ah, non, mais merci beaucoup. Et il y a pas mal de réactions justement par rapport aux conseils que vous avez, enfin conseils slash leçons aux tips que vous avez donné. Je reviens peut-être un peu plus haut, enfin dans le début aussi du webinaire. Euh, une question qu'avait posée, je retrouve plus son nom, mais qu'est-ce que vous pensez justement des slasheurs dans le monde du travail? Alors, ça a été un mouvement dont on a beaucoup parlé dans la sphère médiatique, où on a sous-estimé la partie d'activité pour des raisons économiques et surestimé dans les médias le côté fun de gens qui Ouais, choisissent, etc. merci. Donc, ça reste très marginal en France. C'est beaucoup plus important aux États-Unis, mais c'est important pour des raisons économiques, c'est-à-dire qu'on complète ses revenus, par exemple, sur une plateforme parce que on a un travail qui ne rémunère pas assez ou un temps partiel duquel on peut pas, enfin, qu'on peut pas augmenter ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment d'abord juste pour donner le cadre, c'est vraiment ça la réalité principale. Mhm. Et le slashing, c'est d'abord économique. Si on est dans la situation où on peut effectivement avoir une activité complémentaire par Mhm. plaisir ou bien pour développer une autre facette de son identité ou pour préparer une transition professionnelle future, c'est génial. Enfin, c'est génial, c'est idéal de le faire comme ça Mhm. parce que le côté tu lâches tout et il n'y a que avec, il y a que avec la contrainte la plus extrême que ça marche, bah, c'est dur. Enfin, pour l'avoir fait, c'est pas un conseil que je donne en disant, oh, ben, Ouais, il n'y a que quand ouais. tu as peur de mourir que ça marche. Enfin, non, non. Si on peut éviter ça, c'est mieux. Donc, vive les ruptures conventionnelles, vive le cumul enfin, vive le side project pour tester la viabilité d'un projet. Mhm. Enfin, tout ça, c'est très bien. Mais c'est dur. Mais c'est dur parce que surtout si on a un emploi à temps plein et qu'on essaie de développer une activité à côté, le temps est limité. Quand on est une femme et qu'on est caregiver, c'est-à-dire qu'on a soit des parents âgés, soit des enfants, soit des adolescents, voilà, d'autres contraintes dans la vie, on arrive vite à la situation où les journées de 24 heures ne suffisent pas, les semaines de 7 jours ne suffisent pas et c'est très dur. Donc, trouver quelque chose qui soit viable, ça veut dire se donner là aussi un cadre qui est soutenable sur la durée. Donc, soit ça va être quand même de sacrifier une partie des revenus principaux en passant sur 4 jours dans son activité Mhm. salariée, soit ça va être voilà, de vraiment se donner des limites de temps et pas se laisser absorber complètement par l'activité. Donc c'est toujours un jeu de discipline. Il faut faire un peu comme Ulysse avec les sirènes, s'accrocher, se mettre des bouchons dans les oreilles, etc. Enfin, créer Mhm. des contraintes artificielles pour que ça puisse tenir et que le cadre soit soutenable. Parce qu'attention, on ne tient pas physiquement. On ne tient pas physiquement si on est sur des... Ouais, je suis pas une défenseuse de il n'y a que travailler 100 heures, 100 heures par semaine qui marche, etc. C'est pas possible quand on a quand on a une vie avec Bien des sûr, contraintes dans la vie, quoi. C'est pas jouable. bien sûr. Oui, oui. Ah, mais merci beaucoup pour cette réponse. Donc c'est Jessica, du coup, qui avait certainement dû poser la question et qui remercie pour vos conseils à ce sujet. Il y avait une question aussi. En fait, enfin, lorsque vous avez parlé de l'assistant
masculin. Donc, évidemment, ça fait réagir et c'est normal. Donc, quand vous avez dit donc créer un nom, finalement, il y a une personne qui dit un nom de famille. J'imagine que oui. Enfin, ça va de pair. On crée en fait une personne, si je puis dire. C'est fou et enfin en même temps c'est pas très surprenant, j'ai envie de dire, mais c'est terrible, je trouve, comme information. Donc voilà, donc ça fait réagir pas mal de personnes. Et puis il y en a qui se demandent aussi, et alors, on sort peut-être un peu du cadre premier de cet espace de réflexion, si je puis dire, mais euh, comment en fait éduquer ou comment faire en fait que les choses bougent si on se crée un assistant masculin. Voilà. Et c'est vrai que c'est une vraie question, mais je sais pas si, enfin, si vous voulez apporter votre éclairage ou, mais c'est vrai que oui, je comprends ce type de questions. Pardon, je vous laisse. C'est Pardon. pour ça que je vous ai partagé ce tuyau avec un peu de réticence, Mais oui, voire un peu presque de honte, parce qu'en tant que féministe, je me dis, mais non, non seulement ça ne devrait pas être oui, nécessaire, mais on a un rôle à jouer oui, en tant qu'individu pour faire évoluer les mentalités, etc. c'est Sauf ça. qu'en tant qu'individu, on doit aussi gagner J'ai- sa croûte, s'en sortir et boucler les fins de mois. Et que bah, on est enfin, tout seul, on ne change pas la société non plus. Donc c'est un petit peu le même débat qu'on a autour de l'injonction à sortir du placard quand on ouais. met une personne LGBTQ+, etc., qui est dire, bah, bien sûr, si on est dans une position de pouvoir, qu'on le peut, qu'on le veut, etc., sortir du placard, Hum, ça aide les autres. C'est-à-dire que euh, ça banalise, bah, oui, ça habitue les gens à être avec des gens LGBT, ça améliore la culture d'une certaine manière, ça joue un rôle positif. Mais il faut bien se rendre compte que ce qui marche pour quelqu'un qui est en position de pouvoir ne marche pas pour quelqu'un qui est en position de subir des violences, que ce soit des violences physiques ou des violences simplement économiques. oui, Donc se dire, ah bah oui, mais moi toute seule, petite Sylvie, Lucie, Raphaël, Samia, je dois, moi toute seule, changer la culture. Enfin, non. Donc en fait, on peut avoir les deux en même temps, c'est-à-dire avoir des prises de position, etc. Se dire qu'on on est solide sur ses valeurs, et puis bah, des astuces, des aides, de l'entraide, des collectifs, etc. où bah, on fait ce qu'on a à faire. Moi, je ne suis pas contre le développement personnel non plus, parce qu'on pourrait se dire que le développement personnel en tant oui, que concept, c'est très individualiste. Ça ne change pas la culture, ça vous apprend à composer dans le monde qui est le vôtre, oui. finalement Hum, souvent à adopter des codes masculins, par exemple, pour mieux s'affirmer, mieux négocier, etc. Enfin, être comme un mec, en fait, hein, si je caricature un petit peu. Souvent, c'est un peu ça. ouais, ouais. Et versus un développement culturel ou un développement interpersonnel qui viserait à changer le monde du travail, à faire avancer d'autres valeurs pour qu'on puisse être tous comme on est, quoi. Et pas avoir à lutter avec ces codes-là. Mais c'est un combat. Dans un cas, on a des solutions de court terme. Dans l'autre cas, C'est on ça. a un combat de long terme. Bah, faut être 100% militant et 100% dans la pureté militante, c'est compliqué pour les individus. Donc, Oui, c'est ça. j'ai pas la Et, réponse. non, mais c'est ça. C'est-à-dire que il y a malheureusement des règles du jeu, si je puis dire, qui peuvent nous aider, et ça n'empêche pas qu'on puisse porter un, un combat. Enfin, peut-être combat, c'est un peu, enfin, d'être féministe, etc. Et bien sûr de vouloir l'égalité, parce que bien sûr, évidemment. Différemment sur d'autres sujets, enfin, avec d'autres discours. Et donc voilà, c'est pas antinomique. C'est pas parce que vous, par exemple, vous adoptez ce type que ça fait de vous quelqu'un qui se dit mon Dieu, on représente un schéma, mais qui est déjà là. Mais voilà, mais je voulais rebondir parce que c'est vrai que ça fait un petit peu parler dans le chat et c'est normal. Alors, il y a une question aussi de Fanny, et en fait, vous l'avez dit un petit peu au début. euh, Comment lutter contre le syndrome de l'imposteur? Je ne sais pas si on y arrive vraiment finalement, mais est-ce que vous auriez, je sais pas, un tips, oui, un conseil
parce que ça fait partie effectivement de ça aussi, hein, de cette posture, d'asseoir sa posture et de se dire, mais en fait, non, alors que peut-être au fond de moi, je doute. Donc voilà, est-ce que vous auriez un conseil à ce niveau-là? Alors d'abord, tout le monde doute, mais moi je suis assez hostile, je suis devenue hostile au concept de syndrome de l'imposteur parce que D'accord. je me suis rendu compte en tant que concept, il mettait la responsabilité sur les individus de ne pas se sentir à la hauteur. Et donc on dit, mais t'as qu'à te sentir à la hauteur, t'es nul de pas te sentir à la hauteur. Mm, Donc ça ajoute la culpabilité de ne pas se sentir à la hauteur au fait de ne pas se sentir à la hauteur. Donc c'est une espèce de cercle vicieux où en fait le syndrome de l'imposteur, ça entretient l'idée que les femmes seraient profondément pas sûres d'elles et donc en plus de pas être sûres d'elles, elles ont la culpabilité de ne pas mm, être sûres d'elles. Enfin, donc elles sont encore moins sûres d'elles. Donc c'est une espèce de piège et puis surtout ça individualise la responsabilité alors qu'en général, précisément, on ne se sent particulièrement pas sûr de soi quand on est dans un environnement hostile. Vous vous mettez, vous, par exemple, si par exemple vous êtes la seule femme dans un monde avec que des hommes, vous vous sentez pas bien. Vous vous sentez pas bien et vous vous sentez particulièrement imposteur parce que vous sentez bien que vous n'êtes pas à votre place. Vous sentez bien mm, qu'on vous accorde cette place avec beaucoup de réticence et que vous êtes l'exception, que pèse sur vous la responsabilité de représenter l'ensemble des femmes de la planète puisque vous êtes la seule dans le groupe. Voilà. Si vous êtes dans un univers où il y a un management toxique, où il y a une culture qui est très particulière, vous allez vous sentir pas bien. Mettez la même personne dans un environnement bienveillant, avec les pairs PAIRS, mm. avec des gens qui vous disent mais si, allez, avec un peu d'humour, avec machin, ça, tout d'un coup, on se sent pas du tout pareil. Donc le fait qu'on se sente pas pareil dans un environnement A et dans un environnement B, ça veut bien dire qu'il n'y a pas un trait de caractère particulier lié à l'individu qui serait problématique, mais plutôt quelque chose qui est lié à l'environnement. Donc, le conseil que j'ai à donner, c'est de, dans la mesure du possible, changer d'environnement, bien entendu, mais sinon de s'armer face à un environnement. Et s'armer, ça veut dire être accompagné. Donc, être accompagné, par exemple, alors quand on est chez les salariés, c'est une collègue alliée pour aller mener telle Mm. discussion, je ne sais rien, c'est toutes sortes de manières de trouver des alliés. C'est quand on est tout seul, bah, c'est bah, soit l'assistant fictif ou pas fictif d'ailleurs, ça peut être un vrai assistant, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être Ouais. un collectif qui va justement vous booster, vous dire ah, mais on est tous dans la même galère, ah, non mais ce client-là il est vraiment relou, ou telle personne a l'habitude d'humilier, machin, non, évite absolument tel client. Enfin, ça peut être plein de choses. Si on se sent particulièrement mal, c'est au contraire, c'est un bon indicateur. Si on se sent vraiment, vraiment, vraiment pas à la hauteur, alors d'abord, on peut aussi avoir des, 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 des problèmes de santé, des problèmes de Oui. digestion, des machins. Voilà. C'est toujours un bon baromètre, un bon indicateur. Donc, je suis pas forcément pour l'idée de donner des tuyaux pour lutter contre le syndrome d'imposteur. C'est pas vous, l'imposteur, c'est l'environnement qui L'environnement. vous fait vous sentir aussi mal, quoi. Il y a quelque chose en Mm. général qui va pas. C'est super, je trouve justement, d'avoir ce point de vue, de prendre les choses, de voir les choses sous un angle différent, j'ai envie de dire. Effectivement, en gros, c'est pas moi le problème, c'est l'environnement. Mhm. Et, voilà. Et je pense que ce discours, on ne l'entend pratiquement jamais. Non, mais sincèrement. Et je pense que ça répond quand même à la question, bah, du coup, de Fanny, qui apporte un éclairage différent à cette question. Alors, il est 29, donc on n'a pas le temps pour d'autres questions, mais je voulais vraiment bah, vous remercier, Laetitia, pour ce moment de partage, de conseils et puis de témoignage, finalement, puisque vous avez parlé de votre parcours. Donc voilà, il y a les gens qui remercient. Oui, je sais pas si vous voyez les petits. Voilà. Merci beaucoup et je vous rappelle une dernière fois donc que ce webinaire est disponible en replay et que Laetitia va en plus nous partager après. Voilà, vous avez merci de tout le monde là qui arrive sur le chat. Merci Bah, à vous toutes en tout cas, et puis surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et tout. Et en effet, Constance, je ferai une petite liste des voilà le ressources. petit mémo. Et ça, c'est vraiment super. Merci pour votre temps. Voilà, Valérie, Gélois, Raphaël, Corinne, vous remercie. Et il est 12h30, on est pile à l'heure, c'est fabuleux. Donc je souhaite à toutes évidemment belle enfin mi-journée, puis bon appétit vu l'heure. Mais merci beaucoup encore, Laetitia. Merci beaucoup.
Au revoir à toutes. Au Au revoir. revoir.